Madame, Monsieur, bonsoir. La Palestine salue une nouvelle fois les efforts de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un contexte de tensions persistantes. Les autorités palestiniennes, par la voix du ministre des Affaires civiles et secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, expriment sa gratitude envers le souverain pour les efforts diplomatiques en faveur du déblocage des fonds palestiniens retenus par Israël. Pour rappel, depuis le 7 octobre, Israël a gelé près d'1 milliard de dollars de recettes fiscales palestiniennes pour motif qu'une partie de ces fonds alimenterait ce qu'ils appellent le fonds des martyrs de l'autorité palestinienne. Et cette décision n'a pas manqué de fragiliser non seulement une économie palestinienne déjà à genoux, mais elle entrave surtout le fonctionnement des services publics, notamment les plus essentiels, à savoir les secteurs de la santé et de l'éducation. Dans ce climat de crise et fidèle à sa tradition, le Royaume du Maroc joue un rôle de médiateur discret mais actif. Par ailleurs, hier, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a réaffirmé lors d'un point de presse le soutien du Maroc à la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al-Quds, Jérusalem-Est, comme capitale, vivant côte à côte avec Israël. Et concernant à présent la situation à Gaza, la trêve en vigueur depuis moins d'1 mois est déjà en danger. Hier lundi, le Hamas annonce le report de la libération d'otages prévu samedi en accusant Israël de violer l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. À Donald Trump de répondre que si le Hamas ne libère pas tous les prisonniers d'ici samedi à midi, eh bien, il annulera le cessez-le-feu. Mais cette décision revient à Israël, a-t-il conclu. Enfin, alors que le président américain menace de suspendre l'aide à l'Égypte si le pays refuse d'accueillir les Gazaouis, le président égyptien appelle lui à reconstruire l'enclave palestinienne sans, je cite, déplacer ses habitants. J'accueille pour l'émission ce soir mon cher confrère éditorialiste et directeur du site Quid.ma, Naïm Kamal. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir. Se joint à nous depuis Abu Dhabi le professeur d'études stratégiques au Collège de défense aux Émirats arabes unis, Dr Mohamed Badili Yatioui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter. Naïm Kamal, en quoi le rôle de médiateur du Maroc est-il stratégique dans cette crise ? D'abord parce qu'il facilite, parce qu'il permet de régler une attente énorme par rapport à ce qui se passe, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, parce que les attentes sont énormes, les besoins sont gigantesques, parce que ça fait pratiquement une année, alors que Israël est tenu par les accords d'Oslo de transférer tout cet argent qu'elle collecte au nom de l'autorité palestinienne à l'autorité palestinienne. C'est un moyen de pression et le Maroc a pu, en toute discrétion, vous l'avez dit, régler un problème encore supplémentaire. Et j'aimerais bien souligner ici cette discrétion parce que n'eût été le tweet du secrétaire général de l'OLP, on n'en aurait jamais rien su. Et c'est une tradition. On l'a vu quand le roi est intervenu pour la libération des prisonniers ou détenus politiques, enfin détenus français au Burkina Faso, vous vous en rappelez, il y a quelques mois. Exact. Et c'est de la même manière, c'est dans la discrétion que ça a été fait. C'est une tradition. Vous avez évoqué le mot tradition, Naïm Kamal. Oui, c'est une tradition. Le Maroc, d'abord, il ne fait rien dans la fanfaronnade. Il le fait dans le calme, dans la discrétion, sans chercher à en tirer un quelconque profit, sachant qu'il a toujours été, depuis le début, aux côtés des Palestiniens, tout en essayant de composer ça en toute conscience d'un rapport de force qui est très déséquilibré. Et donc, le Maroc, depuis le début, a toujours tenu compte de cette réalité, sans excès, ni dans un sens ni dans un autre. Et cette pondération, cette modération lui a toujours permis de garder le contact des deux côtés, de telle manière qu'on le voit, il sera toujours remercié par-ci et par-là. Bien sûr, il y aura toujours qui vont dire « Ah oui, mais vous voyez, ils sont remerciés par Tel Aviv ou ils sont remerciés par ceci, selon qu'on est là ou là, pour essayer de mettre le Maroc sur la sellette. » Seulement, il ne faut jamais oublier, parce que moi, je garde à l'esprit une image, une scène de Yasser Arafat, quand il est venu voir le roi Mohamed VI au début de son avènement, et chaque fois qu'il l'interpellait, lui dit, je crois qu'il l'a répété 2 ou 3 fois, pour dire
Sa Majesté, il le disait en arabe, Sahib al-Jalala wa Ra'is Mjdat al-Quds, Sa Majesté le roi et président du comité al-Quds. Il a répété 3 ou 4 fois, sachant que c'était pour lui une insistance, parce qu'il était le mieux placé pour savoir ce que fait le Maroc, ce que peut faire le Maroc pour la cause palestinienne, et sachant aussi que, par ailleurs, la question de Palestine a été beaucoup utilisée par plusieurs régimes arabes pour une surenchère sur la scène politique arabe et sur la scène internationale. Donc, sans vraiment d'effet, parce qu'il faut rappeler aussi que le Maroc a été le premier pays à pouvoir acheminer des aides vers Gaza, pas une mais 2 fois. En passant par les frontières terrestres du côté d'Israël. C'est dire, en fait, comment... Au moment où Rafah était fermé. Où, effectivement, le passage de Rafah était fermé. L'engagement du Maroc envers, justement, les populations palestiniennes et dans la médiation, comment s'inscrit-il dans la politique étrangère du royaume, Mohamed Badili Atioui? Alors, c'est une tradition qui est ancienne. Ça fait partie de la tradition diplomatique du Maroc depuis plusieurs décennies, puisqu'on se souvient que suite à l'incendie de la mosquée Al-Aqsa en 1969, c'est Sa Majesté Hassan II, feu Hassan II, qui avait demandé aux pays frères membres de l'OIC de créer finalement ce comité Al-Quds. Et donc, bien naturellement, il en est devenu le président, et on sait que quand le comité Beit al-Quds ensuite a été créé, c'est Sa Majesté Mohammed VI qui a pris la relève. Et c'est à la fois une tradition diplomatique basée sur la discrétion, comme l'a très bien dit Monsieur Kamal, et il y a aussi une tradition de continuité, de longévité, afin de mener des actions concrètes. C'est-à-dire que le soutien aux Palestiniens, il ne se fait pas seulement par des mots, des communiqués diplomatiques dans des enceintes internationales ou des enceintes régionales comme la Ligue arabe, par exemple. Il se fait par des actions concrètes avec une aide médicale, une aide en termes d'éducation, en termes d'infrastructure aussi. On sait que, par exemple, le premier pays qui participe financièrement à ce comité Beit al-Quds, c'est vraiment le Maroc. On voit que le financement est assuré par le royaume depuis maintenant un certain nombre d'années, et que la part du Maroc est bien plus importante que celle de beaucoup d'autres pays réunis. 16 pays en font partie, et le Maroc est celui qui contribue le plus, à la fois financièrement, mais aussi, j'ai envie de dire, politiquement, puisqu'il est celui qui a la capacité à la fois de venir en aide aux Palestiniens, mais aussi à pouvoir être celui qui va débloquer des situations comme comment débloquer la situation et comment justement le Maroc engage des négociations avec les Israéliens pour débloquer ces fonds qui sont nécessaires à la survie de l'administration, et bien sûr pour pouvoir aussi débloquer les salaires pour les fonctionnaires palestiniens. Comment ces négociations peuvent prendre forme, Mohamed Badili Atioui? Vous savez, c'est des négociations qui se basent sur la crédibilité et le leadership. C'est-à-dire qu'il y a une forme de secret, bien évidemment, et c'est tout à fait normal. On les rend pas publics, en tout cas, on rend pas publics les détails qui mènent à ces négociations. Mais ce qui est clair, c'est que il y a une crédibilité et un leadership. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas venir discuter avec le gouvernement israélien et lui demander de céder et de finalement débloquer les fonds qui reviennent aux Palestiniens, qui sont notamment liés aux accords d'Oslo et à des taxes douanières principalement qui lui reviennent de façon indirecte, sont collectées par Israël et reversées à l'autorité palestinienne. Et pour pouvoir y arriver, il faut premièrement pouvoir discuter avec les Israéliens. Un certain nombre de régimes arabes ne se reconnaissent pas l'État d'Israël, donc ça pose déjà un problème pour pouvoir enclencher, j'ai envie de dire, des négociations directes avec le gouvernement israélien. Et deuxièmement, il faut avoir une crédibilité et la capacité de conviction. Il va être une force de conviction. Et puis aussi être crédible du côté palestinien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'un des problèmes qu'ont les Palestiniens, et ça c'est un problème interne des Palestiniens, c'est la fragmentation entre le Hamas à Gaza pendant plusieurs années et l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Et finalement, beaucoup de pays, arabes et non arabes de la région, ont fait le choix de soutenir ou l'un ou l'autre. Et le Maroc, sa grande force, j'ai envie de dire, ça a toujours été sa capacité à pouvoir discuter avec les autorités israéliennes, mais aussi avec les autorités palestiniennes, sans jamais
se couper de personne sur le plan politique. C'est-à-dire que tous les représentants politiques des différentes parties ont toujours eu la capacité à venir au Maroc et à pouvoir échanger avec différents leaders à la fois nationaux mais aussi partisans au Maroc. Et ça, c'est important de maintenir un canal de discussion pour pouvoir, le moment venu, j'ai envie de dire, pouvoir entamer des négociations. Et on le voit qu'aussi avec les Israéliens, ça se révèle assez efficace puisque un certain nombre d'entre eux au sein du gouvernement ou au sein de différentes instances parlementaires ou institutionnelles sont des gens qui ont des liens plus ou moins forts avec le Maroc et qui peuvent être aussi j'ai envie de dire, des courroies de transmission et des relais efficaces lorsque l'on arrive à des situations comme ça de négociation assez complexes. Donc c'est un ensemble d'éléments qui font qu'il y a une crédibilité et un leadership qui est incarné par Sa Majesté le Roi qui permet au Maroc de dénouer des situations et d'essayer de trouver un chemin qui est parfois difficile dans une situation qui, elle, est de plus en plus complexe et de plus en plus explosive, malheureusement. De plus en plus explosive, et le Maroc reste droit dans ses bottes en affirmant qu'il maintenait sa ligne sur la solution à deux États. Hier, le ministre des Affaires étrangères, je le disais dans mon introduction, Nasser Bourita, lors d'un point de presse avec son homologue irakien, a réaffirmé la position du Maroc, solution à deux États, en bien sûr gardant les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Naïm Kamal. Aujourd'hui, il y a une certaine parenthèse peut-être à ouvrir dans ce sens au vu de l'évolution des choses, et le Maroc ne rate pas une occasion pour rappeler sa position de toujours. C'est une constante. C'est une constante depuis toujours d'abord. C'est une décision qui a été prise d'abord au début au sein de l'OCI, le fameux sommet dont a parlé notre ami, et qui a été fait suite à l'incendie qu'avait connu la mosquée Al-Quds. Il a été ensuite confirmé, c'était en 1969, il a été ensuite confirmé par le sommet arabe de 1974 qui s'était tenu également à Rabat et c'était le premier sommet qui avait érigé l'Organisation de libération de la Palestine, OLP à l'époque, comme le représentant unique et légitime du peuple palestinien, et qu'en conséquence, tous les pays arabes, tous les États arabes sont tenus éthiquement, politiquement et moralement à cette position. Bien sûr, cela ne veut jamais dire qu'on ne saurait jamais pas aller vers des solutions intermédiaires, sachant que le Maroc a une position depuis le début que ces guerres que nous menons sans cesse et qui ne mènent à rien, sinon à la destruction, sinon toujours à plus d'exil des Palestiniens, plus d'exode, plus de malheur, ne servent à rien, et qu'il faudrait peut-être chercher plutôt vers l'établissement de ponts pour que l'on puisse. Et c'est là qui a fait acquérir au Maroc toute sa crédibilité sur ce dossier. Bien sûr, aujourd'hui, la situation est un peu plus critique parce que vous avez cité M. Bourita, alors qu'on est en présence d'un grave problème où l'on nous dit qu'on va procéder à un nettoyage ethnique, il faut appeler les choses par leur nom, Arza, en allant réinstaller ailleurs les Palestiniens, c'est-à-dire en vidant la Palestine de ses Palestiniens. Proposition américaine formulée par Donald Trump, confirmée par celui-ci et par le porte-parole de la Maison-Blanche. Et soutenue par Netanyahou. C'est important parce qu'ils sont deux à mener cette... Il faut jamais oublier que ce n'est pas une idée nouvelle. D'abord, tous les observateurs vous diront que à la base de ce conflit et à la base de la politique de Netanyahou, c'est de toujours arriver à sortir le maximum de Palestiniens de Palestine et de récupérer un maximum de territoire. La position, à ce niveau-là, doit rester bien tranchée. Ceci dit, Bourita a également dit, au cours de cette conférence de presse, je cite, la décision appartient toujours aux Palestiniens. C'est ce qu'a toujours dit le Maroc. Qu'il s'agisse en Libye, qu'il s'agisse de tous les conflits où il intervient, c'est pas à lui de dicter la position. Il a une position de principe. Mais si demain, parce que
cette situation à Gaza pose un énorme problème. Les gens sont dans une situation dramatique. Est-ce que si on leur ouvre la voie de partir, qu'ils veulent partir? C'est là le grand problème qu'on n'ose pas aborder frontalement, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas expliciter. Est-ce que serait la position des autres États? De dire non, vous ne sortez pas, mourrez là-bas. Ou alors, c'est-à-dire, en fait, ce que vous dites, c'est que contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, c'est que les Gazaouis peuvent choisir. Ils ne vont pas être déportés comme c'est dit dans les médias, mais s'ils choisissent de partir, ils peuvent partir. Le Maroc a une position de principe. Il est celle des sommets et de la Ligue des États arabes et de l'OCDE, et de l'ONU, et du Conseil de sécurité. Oui. C'est-à-dire la solution à deux États, sur la base aujourd'hui des accords d'Oslo qui ont été pratiquement reniés, notamment par Israël. Mais si demain on se trouve devant une situation, est-ce qu'on va dire aux Palestiniens non, il y a une position de principe? Il n'y a pas eu oui. Il faut rester lucide. Il faut pas s'engager sur les slogans ou sur les appels à la résistance. C'est bien, il faut appeler à la résistance, mais encore faudrait-il être à leur place. Comment la pression américaine sur l'Égypte et la Jordanie peut influencer la situation à Gaza? Écoutez, aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, qui ne change rien en vérité sur le fond, juste il est plus explicite. Personnellement, je n'ai jamais fait la différence entre la politique moyen-orientale de la Maison-Blanche, que ce soit les démocrates ou les républicains. En termes de soutien à Israël, bien sûr. Bien sûr, en termes de soutien à Israël et à la solution, au rapport au sein de cette région. Sauf que c'est juste les méthodes qui changent à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, tout va dépendre, la solution va dépendre. S'il y a demain une déportation, sortez de force, et on va les contraindre par la force à quitter le territoire. Le problème se pose différemment si, en leur disant, voilà, on vous ouvre la voie. C'est ce qu'est en train d'essayer de faire Israël en disant, on va vous permettre de sortir de Gaza. Et mettre à leur disposition les moyens de quitter Gaza. Si demain il y a des Palestiniens qui veulent partir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut leur interdire? Mohamed Badiliati, une réaction par rapport à cela et aussi par rapport aux menaces de Donald Trump de suspendre les aides ô combien précieuses et pour l'Égypte et pour la Jordanie. En sachant que une semaine après la visite de Benjamin Netanyahu à Washington, aujourd'hui, c'est le roi de Jordanie qui est reçu par le président américain. Le roi de Jordanie qui est reçu et le président Sisi devait s'y rendre et apparemment la visite a été reportée. Exactement. Reste à savoir jusqu'à quand. Ce qui est intéressant, je suis tout à fait d'accord avec notre confrère, c'est que la position américaine, que ce soit les républicains et les démocrates, change assez peu finalement sur le fond. Elle peut changer sur la forme, mais le caractère imprévisible de Donald Trump et ses propos sur la Côte d'Azur, une forme de Côte d'Azur ou de French Riviera à Gaza, ont pu choquer à juste titre. Maintenant, ce qui est intéressant à observer et ce qui est intéressant à voir, c'est comment est-ce que le président Sisi et le roi Abdullah II de Jordanie vont se positionner. Évidemment, pour le moment, ils sont sur une position d'un niet total, puisqu'ils savent qu'en interne, notamment en Jordanie, où déjà la moitié de la population est palestinienne ou d'origine palestinienne, ça créerait des tensions encore plus élevées. On sait que dans l'histoire de la Jordanie, notamment quand on pense à son père, au roi Hussein, il y a eu des relations assez complexes avec la population palestinienne de Jordanie. Qui ont failli faire tomber justement la monarchie à l'époque, qui ont créé de très larges manifestations, déstabilisation du pays. En 70. Exactement, les années 70. Absolument. Exactement. Et là, on est dans une situation... Septembre noir. Voilà. C'est exactement Septembre noir. Et donc là, on est face à une position assez complexe, puisque en plus son épouse est palestinienne. Elle fait partie de ces Palestiniens de la diaspora, la reine Rania, elle est née au Koweït. Donc tout ça est assez compliqué pour la Jordanie. Pour les Égyptiens, il y a d'autres problèmes. Ils sont face à une inflation record. Il y a une population qui ne fait qu'augmenter. On est sur une population à quasiment 120 millions d'habitants. Elle est passée de 88 à 118 millions en 10 ans ou en moins de 15 ans. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes structurels très très profonds en Égypte. Et le pouvoir de Sisi, comme le pouvoir du roi Abdallah de Jordanie,
paradoxalement, s'ils maintiennent leur position du niet, pourraient les renforcer intérieurement, mais vraiment à court terme. C'est-à-dire qu'une partie de leur population pourrait les voir comme ceux qui ont dit non à Trump. Mais il faudrait voir les conséquences à moyen et à long terme. L'aide militaire serait suspendue. Ça poserait aussi pas mal de questions par rapport à leurs relations avec Israël, puisque là, on a les 2 premiers pays arabes qui ont signé un accord de paix avec Israël, donc 79 pour les Égyptiens et 94 pour les Jordaniens, donc des accords assez anciens, et tout un tas de conséquences. C'est-à-dire que la Jordanie, si on prend la question de l'eau, au niveau de l'eau, la Jordanie est dépendante d'Israël. Si on prend la question du gaz, il y a du gaz en Méditerranée orientale et il y a un accord qui a été signé en 2019 et parmi les signataires, il y avait Chypre, le Liban, etc. Mais il y avait aussi l'Égypte et Israël. Donc on voit que là, il y a tout un tas de questions assez complexes qui sont entremêlées et qui posent aussi des questions aux monarchies du Golfe, puisque la Jordanie et l'Égypte sont des partenaires clés de pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui eux-mêmes ont des bonnes relations avec Donald Trump sur tout un tas d'autres dossiers. Donc on voit que tout ça est assez complexe et que ça va être très difficile pour Donald Trump d'aller au bout de sa logique, puisque oui, il veut faire plaisir, j'ai envie de dire, à Benjamin Netanyahou. La question qui se pose, c'est il va falloir aussi trouver des équilibres, et je pense que le département d'État comme le Pentagone vont essayer de mettre, on va dire, de l'eau dans son vin pour trouver un compromis, une solution qui permette à la fois de satisfaire la droite et l'extrême droite israélienne sans vraiment braquer complètement le régime jordanien et le régime égyptien. Naïm Kamal, est-ce qu'il risque d'y avoir un désaccord? Benjamin Netanyahou, son clan, dès le début, ils ont dit clairement il faut rendre Gaza inhabitable, et pour longtemps, de quelque manière que ce soit. Et la politique de Benjamin Netanyahou, qui avait, lui, saboté les accords d'Oslo, il ne faut jamais l'oublier, juste après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui lui était avec Yasser Arafat sur le respect de ce plan, il y a eu l'émergence de Benjamin Netanyahou, et depuis, il n'a fait que s'aborder chaque jour un peu plus les accords d'Oslo de manière à les rendre inapplicables, d'abord par la colonisation, c'est-à-dire chaque fois on prend des terres, à chaque fois on chasse des Palestiniens, et ainsi de suite. Et c'est cette logique, elle reste, elle est dans l'optique, on peut même aller loin, parce qu'il y en a même qui soupçonnent Israël d'avoir des visées sur toute la région. Déjà, ils ont annexé le Golan, qui ne fait pas normalement partie de, disons, entre guillemets, de l'Israël historique ou biblique. Oui. Hein, ils l'ont annexé. Aujourd'hui, à l'abri de, ils ont annexé le Golan parce qu'il était occupé depuis 1973. Ils l'ont annexé au cours du premier mandat de Donald Trump. Aujourd'hui, à l'abri de la destitution de Donald Trump, ils ont repris du terrain encore. Ils sont aux portes de Damas pratiquement aujourd'hui. Et ils ont donc annexé de nouveaux territoires. Il y a une boulimie territoriale chez Israël qui fait qu'on peut douter de leur réelle volonté d'arriver à une solution, sinon en dégageant toujours, en gagnant, en phagocytant toujours plus de territoires. Est-ce qu'Israël peut se permettre que les États-Unis suspendent les aides à l'Égypte et la Jordanie? Est-ce que ça ne mettrait pas en péril la sécurité même d'Israël? C'est possible qu'elle puisse mettre... Comment? J'aimerais d'abord savoir comment cette aide est utilisée en Égypte et comment elle est utilisée en Jordanie. Est-ce que vraiment la sécurité d'Israël est maintenue par cette aide? On l'a vu quand il y a eu, notamment en Jordanie, quand il y a eu les missiles qui ont été lancés depuis l'Iran, certains ont été interceptés via la Jordanie. Oui, mais par des techniques, par des moyens occidentaux, pas américains. Ben voilà. Donc c'est les bases. Entre autres, ce sont les bases américaines. L'aide n'est pas que financière. Hein. Non, et les militaires également. Oui, bien sûr que ça peut menacer. C'est-à-dire, on va intégrer, parce qu'on ne sait pas les effets, les répliques de cette guerre qui se déroule aujourd'hui à Gaza, parce que même si elle se termine avec une victoire écrasante et éclatante d'Israël qui raye de la carte les Palestiniens, qu'on procède à un nettoyage ethnique total, tel qu'ils le veulent.
il y aura nécessairement des répliques sur toute la longueur du monde arabe. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est là où, peut-être, ça a été dit, le Pentagone, disons, l'establishment, l'État profond, sage, modéré, pondéré, qui veut préserver sa terre, pourrait intervenir et influer sur Donald Trump. Jusqu'à quel point ils peuvent le faire, ça, on n'en sait absolument rien, sachant que lui, il est très réfractaire à l'influence. Il n'y a que son entourage, et c'est entouré que de son entourage immédiat, et il est en plus sous des influences extrêmes. Il est entre Musk, entre sa belle famille, la famille de Jared Kushner, qui est lui à l'origine de cette idée de faire de Rza une Riviera et de faire de Rza une Côte d'Azur. Ça ne vient pas de nulle part, cette idée. Il a été recyclé par Donald Trump en ce moment-là. Il ne faut jamais oublier, c'est que Jared qui en a parlé le premier. Et donc, on est là dans un processus, on ne sait pas. Mais, on va dire, à mon sens, on n'est pas sorti de l'auberge. On va rester dans un cycle, on est entré dans un cycle d'instabilité qui ne concerne pas d'ailleurs que la région, mais qui concerne un peu toute la scène internationale, tout l'échiquier. Donc on est en phase de bouleversement, et bien malin qui pourrait te dire comment vraiment ça va se terminer ici ou là. Non, mais certainement pas. Et nous ne sommes pas là pour justement faire ce genre de projections qui sont juste impossibles au vu des changements, des annonces pas quotidiennes, même voire à l'heure, depuis ce 20 janvier, date de l'institution. Le problème avec Trump, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il fait de la pression, il fait de la surenchère et de la négociation en montant, en haussant le temps et le plafond pour mieux redescendre. C'est ça le problème, on ne sait pas à quel moment, et là, c'est pour ça que les observateurs et tous les analystes sont un peu déroutés. Merci, même si dérouté, mais en tout cas, on y voit un peu plus clair sur la situation à travers votre analyse aujourd'hui, cher Naïm Kamel. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien évidemment, je ne manquerai pas de remercier mon autre invité, Mohamed Badjili Yatioui. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, plaisir partagé. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.